Bonjour, je suis bien heureux de vous accueillir pour cet atelier intitulé Enseigner avec Python. Ceci est un atelier destiné vraiment aux enseignants de mathématiques entièrement de la 7e jusqu'à la 12e année. Donc, on va voir que Python s'applique vraiment à tout un éventail d'âges d'élèves. On sait avec les nouveaux curriculums qui sont sortis de 7e et 8e année, et maintenant, même avec la 9e, on peut voir vraiment un accroissement de l'engagement, ou on peut dire l'impact du codage ou l'intégration du codage dans les nouveaux curriculums et à l'école, au secondaire. Donc, je pense qu'un atelier comme ça va vraiment venir un peu vous rendre plus à l'aise avec Python. On en a sûrement entendu parler. Il y en a peut-être qui ont entendu parler de Python ou de Scratch, certainement. Bien, aujourd'hui, on va pouvoir en apprendre davantage sur ceci, se mouiller les pieds, en quelque sorte, pour essayer un petit peu de codage avec Python. Alors, on va commencer. Je vais vous demander un peu, pour apprendre à se connaître, un peu connaître le niveau des gens, de, s'il vous plaît, remplir le petit questionnaire suivant. Juste cliquer sur le lien qui est ici. Pour y répondre. Donc, on a 3 questions ici. À quel niveau enseignes-tu cette année? Majoritairement, si tu enseignes plusieurs cours, qu'est-ce que tu as majoritairement en mathématiques? Est-ce que tu as déjà codé dans Python ou dans Scratch? Ni Python, ni Scratch, c'est correct. Il y en a plusieurs qui vont être là, c'est normal. Dans Scratch seulement, dans Python seulement, dans Scratch et dans Python. Et quel est ton niveau d'habileté de programmation? Je suis débutante complète. J'ai déjà essayé d'apprendre un peu avec un langage de programmation. Peut-être certains ont déjà essayé certaines choses avec Scratch, par exemple, qui est très populaire. J'arrive à créer des petits programmes avec un langage de programmation, donc un peu plus avancé peut-être, ou je m'y connais bien avec plusieurs langages de programmation. Donc peut-être on a parmi nous des gens très avancés, et merci justement pour vous. Je pense que vous allez être assez utile pour pouvoir nous aider avec des ressources ou peut-être des astuces aujourd'hui justement. Alors, merci de compléter ce petit sondage. On va aller pouvoir voir vos réponses dans un instant, voir un peu le profil de qui nous sommes par rapport au codage. OK? Parfait. Alors, l'atelier aujourd'hui va se dérouler ainsi. De 9h à 9h45, on va apprendre vraiment sur Python, on va apprendre les différentes fonctions qui existent en Python, on va apprendre comment télécharger Python, où aller le trouver et tout ça, de ce qu'on a de besoin pour faire de la programmation avec Python. On va enchaîner à 9h45 jusqu'à 10h30 avec un peu d'apprentissage indépendant en allant sur des sites web qui ont des tutoriels justement sur comment utiliser Python et pour renflouer un peu l'information que je vais vous donner aujourd'hui. Et il va y avoir aussi des petits exercices à faire. Il va y en avoir peut-être plus facile, plus difficile. Et bien sûr, on va revenir ensemble à la fin pour un partage de vos réussites, de votre progrès et pour poser des questions de 10h30 jusqu'à 10h45. Ensuite, on va avoir des astuces comment justement enseigner avec Python, comment on peut utiliser du contenu de Python pour l'enseigner en classe. Donc, on va vraiment d'abord apprendre Python par nous-mêmes, mais ensuite, c'est comment l'enseigner, l'utiliser en classe. Et c'est justement cette partie-là qui arrive à 10h45 jusqu'à 11h15. Mais je ne peux pas vous demander d'enseigner quelque chose si vous ne connaissez pas comment l'utiliser vous-même. Donc, c'est pour ça que la première partie ici, c'est vraiment pour vous enseigner Python un peu. Puis certains gens vont pouvoir aller plus vite à leur propre vitesse, c'est correct.
Et après notre dîner de 11h15 jusqu'à midi et quart, on va avoir la chance vraiment d'utiliser ce qu'on a appris pour créer quelque chose, peut-être un petit projet, ou de continuer à développer ses apprentissages à travers W3 Schools, peut-être un site que vous connaissez, afin d'être encore plus compétent avec Python. C'est vraiment ici, ça va être un peu plus ouvert, dépendamment de votre niveau actuel ou où vous voulez aller avec ceci. Et bien sûr, à la fin de l'atelier, on va revenir ensemble pour partager un peu ce qu'on a fait, ce qu'on a appris, ce qu'on a trouvé d'intéressant ou pour poser des questions au sujet de Python. Alors, ou de l'enseignement avec Python, bien sûr. Alors, continuons. En passant, cet atelier est enregistré. Comme ça, si vous manquez l'atelier en personne, vous allez pouvoir la revoir sur YouTube par après. Alors, une introduction. Qu'est-ce que Python? Python, c'est le fameux langage de programmation vraiment le plus populaire dans le monde, selon certaines données. C'est très simple à utiliser. C'est un choix excellent pour débutants car c'est très intuitif et il y a beaucoup de programmes qui aident à coder. C'est très versatile puisque c'est utilisé par Google, YouTube, Pinterest autant que les débutants. Donc, on a des débutants autant que des professionnels qui utilisent cet outil. Ce n'est pas comme Scratch. Par exemple, vous connaissez sûrement Scratch, c'est excellent comme outil pour les jeunes. Cependant, il n'y a aucun professionnel de programmation qui utilise Scratch dans sa vie réelle. On ne fait pas d'argent avec Scratch. Cependant, Python, c'est un langage officiel, c'est un langage concret et tout à fait pertinent pour les entreprises d'aujourd'hui les plus lucratives, justement. Un autre aspect important, c'est que Python est très appuyant ou appuyé sur Internet. Il y a beaucoup de tutoriels, de librairies, de frameworks déjà établis depuis plusieurs années. Donc, il y a beaucoup d'aide sur Internet pour Python. Et avec Python, on peut créer son propre programme de codage de A à Z. On commence avec un écran blanc et on bâtit peu à peu son code pour faire de la magie. Alors, on peut, par exemple, calculer la somme de deux nombres, ou on pourrait aller jusqu'à analyser les tendances météorologiques par intelligence artificielle. Donc, on peut voir que c'est très vaste, Python. Ça nous permet de faire plein de choses. Voici un petit peu à quoi ça ressemble, Python, juste pour vous donner un aperçu pour ceux qui n'ont jamais vu ça. On peut voir qu'il y a des lignes de code ici. Et souvent, on va voir seulement une console pour l'effet de notre code. Donc, voici le code qu'on fait le input, qu'on écrit, et voici ce qui en ressort. Donc, c'est la console de output, on pourrait dire. En passant, je parle un peu en anglais, bien sûr, et on peut voir qu'il y a des choses en anglais ici, car la langue officielle de la programmation, dans le monde de la programmation, c'est en anglais, tout comme ce l'est pour le monde de l'aviation. Donc, tous les pilotes d'avion doivent absolument apprendre le langage en anglais pour l'aviation. C'est la langue internationale pour ça. C'est la même chose justement pour la programmation. Alors, moi, je vous encourage fortement d'enseigner en français la programmation qui se ferait en anglais. Donc, on peut avoir un mélange des deux, mais les mots mêmes, le vocabulaire même dans Python, vous allez voir, c'est tout en anglais, comme par exemple input ou print. Alors, apprendre avec Python. On va apprendre seulement quelles sont les fonctions de Python aujourd'hui avec ce petit document. Alors, pour ceux qui sont en personne ici, on va pouvoir le faire ensemble. Pour ceux qui sont à la maison, vous allez pouvoir voir les vidéos, les tutoriels que j'ai fait pour vous sur ma chaîne YouTube. Donc, selon votre cas, on va procéder ainsi. Pour cette version enregistrée, veuillez s'il vous plaît aller voir les liens suivants pour les leçons avec Python.
Alors, vous allez certainement avoir besoin de Python, d'installer Python d'abord avant d'aller voir ces vidéos. Donc, je vais parler un petit peu de l'infrastructure tout de suite par rapport à Python. Je vais vraiment y aller avec vous étape par étape pour l'installer selon des différents modes d'accès qu'on a envers Python. Donc, premièrement, vraiment pour les élèves en classe, l'idéal, ce serait d'avoir un ordi par l'élève avec PyCharm et Python déjà préinstallés par l'administrateur informatique du conseil. Donc, attention, car les programmes exécutables, souvent les conseils, les ordis des conseils scolaires sont protégés et on ne peut pas simplement installer n'importe quel programme qu'on veut, même s'ils sont très sécuritaires. Donc, il faudrait d'abord d'avance voir avec l'administrateur informatique pour avoir tout ceci installé pour éviter tous les pépins. Mais une fois que c'est installé, c'est parfait parce qu'on n'en a plus besoin de ces permissions-là et ça nous donne accès à la meilleure, comment dire, IDE, qui appelle ça en anglais, pour utiliser Python. Donc, comment accéder à Python? On a trois façons ici, justement, et celle dont je parle présentement, c'est la première, PyCharm et Python. Je suggère aussi le matériel pour offrir aux élèves, comme je vous distribue aujourd'hui. Vous allez l'avoir accès tantôt dans le chat. Des feuilles imprimées de copions de Python. Ce sont ce qu'on appelle des cheat sheets en anglais, avec toutes les fonctions les plus usuelles pour Python. Et aussi, un compte Google ne ferait pas de mal, puisque ça donne accès à plusieurs choses plus facilement. Ça permet un partage de création des élèves. Et justement, vous, tantôt, je vais vous demander justement de faire un partage. Si vous avez votre compte Google de près, vous allez pouvoir avoir un dossier pour vous y mettre vos créations à partager avec les autres dans l'atelier aujourd'hui. Alors, accéder à Python, il y a trois façons que j'aime bien. La première, elle est plus exhaustive, mais permet une plus grande rapidité et plus de fonctions par après. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien ici pour installer PyCharm et suivre les directions aussi pour installer Python, comment installer PyCharm ici. Une autre option s'appelle Replit. Et Replit, ce qui est le fun, c'est que c'est dans le furteur même. Donc, il n'y a rien à télécharger. Je vais vous montrer ça à l'instant. On va sur replit.com, on se crée un compte si on n'en a pas. Mais bien sûr, on peut utiliser Google pour rentrer très rapidement. On peut voir qu'on peut avoir nos programmes tout de suite ici de Python. C'est sûr que ça prend un peu du temps quand c'est dans le furteur, tout est gardé sur le cloud au lieu de l'ordi. Donc, certaines choses peuvent prendre un peu plus de temps dans Replit ou sur le furteur même. Cependant, ça aide parce que c'est accessible un peu n'importe où, très facilement, instantanément, mais on a besoin de créer un compte. L'autre option, c'est Trinket.io, que j'aime bien parce que celui-ci, on n'a pas besoin du tout de compte. Et puis, ça nous donne même quelques exemples parfois quand on va sur la page d'accueil de ce qu'on peut faire comme code ici. Donc, vous avez vu ce qui est arrivé à l'écran. C'est pas moi qui ai écrit tout ce code-là. Ça apparaît déjà à l'écran comme un peu comme simulation, comme un peu comme exemple de ce qu'on peut faire avec cet outil-là. Je vais l'effacer pour l'instant, mais on pourrait tout simplement commencer notre code tout de suite ici. Donc, par exemple, comme ça, c'est moi qui suis en train d'écrire. Et voilà. Donc, très simple, très rapide. Si on ne veut pas se casser la tête avec les installations de quoi que ce soit, il y a eu un problème technique, ça, c'est une façon très rapide, mais il y a moins de fonctions possibles. Alors, voici les trois façons les plus recommandées, en tout cas de ma part, selon le niveau qu'on veut aller chercher. Maintenant, je pense qu'on va pouvoir passer aux leçons. Encore une fois, si vous êtes en ligne, allez voir les vidéos que j'ai mises sur mon compte YouTube, sur la playlist qui s'appelle justement Apprendre avec Python. Apprendre Python. Et vous allez tout suivre ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Je vais mettre la vidéo sur pause pour notre leçon ensemble. Et puis, on va pouvoir répondre aux questions des gens au fur et à mesure qu'on passe à travers les leçons. Bon,
Alors maintenant qu'on vient de passer à travers nos leçons pour apprendre Python et apprendre un peu ce langage et les fonctions qui sont possibles avec ceci, on va parler un petit peu de comment implémenter ceci dans notre enseignement, euh, dans nos cours, pour une variété de buts. Alors, on va revenir ici un petit peu dans le déroulement de nos ateliers pour aller voir un petit peu où on est rendu. On va parler maintenant un peu de la pédagogie. Par rapport à Python. Alors, idéalement, voici 3 choses qu'on aimerait faire afin de faciliter les apprentissages des élèves et des enseignants par rapport au codage et avec Python. Donc, le codage, c'est vraiment quelque chose qui peut aller très, très loin. Il y a beaucoup de variétés de niveaux des enseignants, comme on a pu voir. On a beaucoup de variétés de niveaux d'habileté pour les élèves. Donc, c'est très important très important, de savoir, d'avoir des choses en commun. Donc, première chose ici, adopter les balises communes. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? C'est de savoir un peu en 8e année où est-ce qu'on commence, où est-ce qu'on termine. En 9e, où est-ce qu'on commence, où est-ce qu'on termine avec l'instruction ou l'enseignement avec Python, pour pas avoir des enseignements qui est redondant envers les élèves, pour pas que les enseignants doivent apprendre quelque chose qu'ils n'ont pas besoin nécessairement d'apprendre avec Python parce que c'est un niveau trop élevé, par exemple. Alors, avoir des balises communes serait très important afin qu'on soit tous à la même vitesse, tous sur la même page essentiellement. Ça vient avec une bonne communication. Justement, avec aujourd'hui, on va pouvoir en discuter de ce que vous en pensez des balises proposées. Tantôt, je vais vous montrer ça. Une deuxième chose, c'est adopter des pratiques harmonisées. Donc, avoir les mêmes infrastructures, les mêmes programmes, par exemple. PyCharm, ce que je vais vous montrer tantôt, si on est tous sur la même page, on utilise tout le même programme, les élèves vont mieux comprendre ça. Les nouveaux enseignants vont pouvoir mieux être aidés par les anciens enseignants. Donc, si on utilise tous les mêmes outils, ça va être plus facile pour l'entraide et plus facile pour les élèves de suivre ce qui se passe dans la classe par après en plus. On a aussi ici entretenir des ressources communes. Si on est capable de partager les ressources dans un fichier sur Google Drive, par exemple, partager ensemble, ça va faire en sorte qu'au fur et à mesure, au cours des années, on va pouvoir accumuler plus en plus de ressources à partager entre nous. Donc, voici ce qui pourrait réellement créer un environnement constructif pour nous dans notre enseignement du codage, justement à travers Python. Alors, les balises, voici ce que je propose. C'est ouvert à l'interprétation, mais je pense qu'il est important d'avoir des étapes progressives pour les élèves parce que, comme je vous dis, le codage, c'est très vaste. C'est très important de ne pas surcharger les élèves avec trop d'informations trop rapidement. Donc, moi, ce que je propose ici, 7e à 8e année, commencer avec le vocabulaire de Python, la logique d'exécution de code, vraiment pour comprendre un peu comme la syntaxe fondamentale. C'est quoi le codage? Quelles sont les expressions dans le codage? Des choses comme ça. De 9e et 10e, apprendre les fonctions de base de Python et la syntaxe de Python, parce qu'on va voir que c'est très facile de faire des erreurs dans Python. Et 11e et 12e, apprendre plus des fonctions avancées comme les loops avec les while, else, if, return, break, des choses comme ça. Et des applications plus réelles et pertinentes pour les cours, justement. Au lieu d'avoir des choses plus de simulation ou théoriques, avoir des choses vraiment pertinentes pour des projets, par exemple. Et aussi en 11e, 12e, puisque c'est des projets plus avancés, avec plus de lignes de code, inclure l'apprentissage pour les commentaires dans Python, dans notre code.
Alors, passons maintenant au modèle d'apprentissage. Vous allez voir ici sur la droite quelque chose qui vous revient peut-être en tête, sonne une cloche peut-être. C'est bien sûr la taxonomie de Bloom. Bien, je pense que pour le codage, on a vraiment différents types de tâches appropriées pour stimuler différents niveaux et pour aller engager plus les élèves dans leur apprentissage. Donc, je les ai mis en ordre ici du plus facile ou du moins utile, on pourrait dire, jusqu'au plus difficile, au plus complexe et au plus utile. Donc, niveau A ici, écoute visionnement, ça serait simplement de regarder une vidéo expliquant des choses à propos de Python ou comment utiliser Python, des projets de Python. De niveau B, copiage, quelque chose vraiment très, très, très utile. Je pense que c'est une clé d'apprentissage ici pour le codage, quelque chose qui commence très abstrait. C'est simplement de regarder une vidéo de quelqu'un qui crée un code pour une certaine tâche, comme trouver la moyenne de deux nombres, par exemple, puis de copier le code de la personne. Parce qu'en faisant à travers les actions de la personne, ces actions deviennent les nôtres et on apprend mieux comment utiliser les fonctions qu'on voit affichées à l'écran. Donc, honnêtement, ce n'est pas quelque chose à diminuer, même si c'est seulement le deuxième niveau ici. C'est la manière dont plusieurs gens, dont moi-même, ont appris à faire du codage pour commencer. C'est ce que je vous encourage à faire justement aujourd'hui, plus tard, lorsque vous voulez développer vos apprentissages. Aujourd'hui, allez sur W3 Schools, allez sur code.org, peu importe, et vous allez pouvoir suivre le tutoriel en même temps que vous faites le code à l'écran. Donc, regardez la vidéo et essayez en même temps. Regardez la vidéo, essayez en même temps. Suivez le tutoriel, le faire sur Python en même temps. Je vous dis, c'est une recette en or pour s'améliorer. Niveau C, par contre, il y a meilleur que ça, que juste copier, c'est de répondre à des questions à propos du codage. Donc, des questions clés, par exemple, que se passerait-il si on faisait ceci? Donc, ça force la tête à devoir réfléchir sur quelles sont les fonctions, quel serait l'impact de telle chose, quelles seraient les conséquences de changer telle section du code. Donc, il y a plus de réflexion ici lorsque les questions sont judicieuses. Niveau D, modification et encore meilleure, réparation. Donc, on a un code. Comment est-ce qu'on peut le transformer pour atteindre un objectif qu'on se met personnellement? Donc, peut-être qu'on a un code qui trouve la moyenne de deux nombres. Comment on peut le modifier pour faire la moyenne de trois nombres, de quatre nombres, de cinq nombres, de n nombres? Donc, on peut voir un exemple et on peut penser à, OK, comment je prends ce code qui a été créé par quelqu'un d'autre et je le modifie pour faire quelque chose que moi, je veux faire. Donc, ça, c'est encore meilleur. Et réparation ici, ça, c'est plus truqué, c'est encore plus complexe. C'est comment observer un code qui ne fonctionne pas et essayer de déterminer où est l'erreur. Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas comme on veut? C'est comme une modification parce qu'on va devoir en faire une pour que ça fonctionne, mais on doit vraiment identifier les points d'erreur du code. C'est encore plus complexe. Finalement, ensuite, on a défi assigné, on se donne un challenge, on se donne un défi, on essaie de créer un code pour répondre à tel but ou à tel défi. Puis finalement, création, on invente son propre code, on s'invente son propre défi, son propre jeu, peu importe. Et ça, c'est vraiment le point ultime, c'est là que la créativité est au maximum, que la résolution de problèmes est au maximum, c'est vraiment le plus intéressant ici, le plus stimulant aussi. Alors, je vais vous donner un exemple de contenu. Ici, si on clique sur le lien, vous allez voir dans OneDrive, je partage ça avec vous. J'ai les copions pour les cheat sheets, autrement dit de Python. J'en ai plusieurs. J'en ai trois types différents. Prenez celle que vous préférez. J'ai aussi, si vous cliquez sur 7e ou 8e année, vous allez voir des ressources pour différents types de projets reliés avec Python ou Scratch, justement. Puis aussi, autre idée qui est un document excellent avec plein d'idées différentes pour les différentes années. Je vous encourage fortement à le consulter en temps libre.
Donc, je vais vous donner une idée justement de comment on peut, le mode de prestation qu'on peut donner envers les élèves du contenu qu'on peut retrouver dans ces dossiers. Donc, je vous donne un exemple de 10e année que j'ai appelé jeu de chat et souris. Bien sûr, on peut l'adapter pour différents modèles d'apprentissage variés, pour différencier envers différents élèves d'une classe ou différents niveaux. Donc, je dis 10e année, mais ça pourrait être changé pour avoir quelque chose de plus approprié pour les 9e ou peu importe. On se souvient de l'espèce de taxonomie de Bloom tantôt, là, les différents niveaux que je présentais. Bien sûr, si on fait juste faire du copiage, ça pourrait être quelque chose de 8e ou 9e année. Si on fait quelque chose plus de création par soi-même, ça pourrait être comme la 11e ou 12e année. Donc, on pourrait bien sûr adapter ceci pour l'année qu'on veut. Je vais vous donner un exemple pour la 10e. Donc, dans nos ressources ici, on a dans la 10e notre code. Donc, premièrement, ce que je suggérais, c'est d'envoyer ces ressources-là spécifiques, pas partager le document total avec les élèves, mais des fichiers spécifiques. Avec les élèves, comme ça, ils vont pouvoir avoir accès au code. Ici, on fait CTRL-A pour tout copier. On peut venir le mettre dans Python. Je viens ici avec moi dans Python. Et voilà. Et avec ce code-là, bien sûr, on peut le faire jouer, ce code. On peut lire les instructions et tout ça. Je vous laisse faire ça. Je vous laisse le temps de regarder tout ça, bien sûr. C'est un programme très intéressant. C'est un jeu de chat et souris, où la souris doit essayer d'attraper le chat. Non, le chat doit essayer d'attraper la souris et on peut voir comment rapidement on attrape la souris. Donc, il y a différentes stratégies. Vraiment, c'est un jeu. Est-ce que c'est mieux de bouger le chat vers la droite, vers la gauche, de rester où ce qu'il est, de changer tout le temps, de bouger de façon au hasard? Donc, c'est très riche comme jeu, comme d'un point de vue mathématique. Et pour le code ici, ben, je l'ai tout fait, mais il est bien sûr modifiable. Donc, on pourrait avoir des activités différentes. Ici, justement, parmi celles proposées, on peut renflouer ça avec plus d'informations, bien sûr. On peut commencer d'abord avec de la modification. Donc, si on veut que la souris bouge de 2 espaces, comment on change le code? Bonne question de modification. Si on veut que le chat bouge au hasard, au lieu que ce soit un input qui vient de l'utilisateur, comment on peut faire pour que la souris commence sur l'avant-dernière case? Comment on peut faire pour que la souris se fasse coller et se fasse piéger lorsqu'elle touche à un mur? Peut-être qu'il y a une trappe à souris aux côtés des 2 murs. Je ne sais pas. Donc, pour modification, ça, c'est des bons défis pour les élèves. Question de réflexion aussi. Ça, c'est vraiment du côté de stratégie mathématique de la situation. Est-ce que bouger plus vite, exemple de 2 cases, c'est un avantage pour le chat? De combien impacte le temps d'attrapage si on double la grosseur de la salle? Ce qu'on veut dire par ça, c'est que ça a pris 8 mouvements pour attraper la souris. Si on double la grosseur de la salle à 20 espaces au lieu de 10, comment on va bouger le temps moyen pour attraper la souris? Est-ce que ça va doubler aussi? Est-ce que ça va être moins que le double? Qu'est-ce qui va se passer? Et est-ce qu'il est plus facile d'attraper la souris si elle se trouve sur une tuile paire ou impaire? Est-ce que ça fait même une différence? Donc, voici seulement des pistes de réflexion qu'on peut donner envers les élèves. On peut bien sûr leur donner ceci en tant que travail, récupérer leurs réponses et tout ça pour une activité faite dans Python, justement. Alors, il y a plein d'autres exemples selon le contenu. C'était juste un exemple aujourd'hui que je vous donnais. Vous aurez le temps tantôt d'observer d'autres contenus et de penser à vos propres questions ou modifications à donner aux élèves. Je finis en vous montrant plusieurs ressources intéressantes, des tutoriels pour Python que j'ai moi-même utilisés, très, très utiles, les copions de Python, et puis comment aller plus loin avec Python, justement. Des idées de projets pour débutants ou avancés, d'autres médiums pour de la robotique ou même des sites web pour intégration de Python sur des sites web et encore pour aller plus loin